majeur qui est, comment dirais-je, d'avoir une relation à la réalité tout à fait personnelle. Ce personnage est totalement irrationnel, vit dans son monde, dans sa réalité, et une très belle image, probablement que le mot-clé qui va vous aider à retenir qui c'est ce personnage, c'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il y a le côté émerveillé, éternellement positif, et puis il y a ce monde un petit peu fantastique, presque onirique. C'est comme si ce personnage-là réinventait la vérité. C'est-à-dire qu'elle est dans sa bulle est rose, et tout ce qu'elle voit est rose. Voilà. Et donc elle recrée sa réalité, c'est normal puisqu'elle est dans son univers, représenté par une bulle qui l'entourerait. Et tout ce qu'elle voit, elle le voit à travers sa bulle. Et le personnage est tellement pur, il n'y a pas une once de méchanceté. C'est comme si elle ne pouvait pas. C'est comme si elle ne pouvait pas avoir de la rancœur, de la médisance, de la méchanceté, etc. Elle est fondamentalement honnête, elle est incapable de mentir, elle est transparente comme un verre d'eau. Et évidemment, comme elle a ces caractéristiques-là, elle voit tout le monde honnête. Et elle va écouter voilà, le pire des politiciens interviewés à la télévision, etc. Elle croit tout ce qu'on lui dit, parce qu'elle est incapable de mentir et elle est incapable d'imaginer que quelqu'un puisse mentir. Donc, elle trouvera toujours une excuse ou des conditions pour justifier un petit peu tous les agissements, toutes les erreurs, tous les actes un petit peu tordus, etc. Vous comprenez son côté antidépresseur? Son côté antidépresseur, c'est tout d'un coup, on va voir le verre à moitié plein alors qu'on le voyait à moitié vide. C'est ce regard, c'est cette positivité dans le regard, c'est le fait de ne pas imaginer, de ne pas pouvoir imaginer le mal, et le mal n'a pas d'emprise sur elle. C'est-à-dire que comme elle n'imagine pas le mal, elle a énormément de chance et il lui arrive rien de grave et de dramatique. C'est en ayant peur des accidents qu'on attire les accidents. C'est en ayant peur des choses, par exemple la jalousie dans un couple, ou bien c'est juste la peur de la maladie, la peur du Covid, etc., qui attire, qui affaiblit l'immunité. Ça s'explique d'un point de vue tout à fait biochimique. Hein. Donc on sait très bien ce que la peur engendre au niveau des surrénales, et on sait très bien le rôle que les surrénales ont sur l'immunosuppression. Et donc il est évident que la peur supprime l'immunité et rend fragile à l'infection. Donc, ce personnage-là est totalement, ne voit le mal nulle part. On a eu l'occasion de travailler pendant des années en France avec un personnage qui avait cette mentalité. Elle est dans l'excès pour tout, très idéaliste, très pur. Et je vous rappelle, c'est Ocimum, mais c'est Basilicum. Basilique Saint-Pierre, basilique de Kuckelberg, c'est un édifice religieux. Donc Ocimum, ça veut dire je sens. Basilicum, c'est la royauté dans le sens de la royauté du Christ. Donc il y a un côté mystique chez elle, et quand elle est venue travailler dans l'entreprise, elle ne s'intéressait pas nécessairement aux huiles essentielles, mais il y avait le côté pur idéaliste. En fait, c'était quelqu'un qui avait tenu un magasin bio,
Évidemment, elle avait fait faillite. Pourquoi évidemment? Ce sont des gens tellement généreux, tellement gentils et en même temps tellement incapables de gérer la matière, d'être structurés, d'être ordonnés, etc. Jeter les périmés, se faire avoir par un commercial indélicat qui va lui vendre 60 produits alors qu'elle a le potentiel d'en vendre 10, etc., etc. Donc, voilà, suite à sa faillite, elle était venue dans l'entreprise parce qu'il y avait une dimension humaniste et importante derrière tout ça. Donc le personnage est vraiment caractérisé par un idéalisme et un côté totalement absolu. Et voilà, on faisait un gros travail de géobiologie et énergétique sur les huiles essentielles. Donc, Philippe Malébio expliquait à l'époque à ses employés que les molécules aromatiques dans la bouteille se réagençaient les unes par rapport aux autres, comme les mêmes palettes de briques peuvent donner deux maisons totalement différentes. En fonction de la façon dont on va agencer les briques entre elles, etc. Et donc, il expliquait l'importance de respecter les essentiels, de travailler des matériaux nobles et pas de travailler du fer, du plastique, etc. Et d'écouter des musiques qui sont harmonisatrices, qui sont porteuses de vibrations de santé, plutôt que d'écouter Radio Contact ou que sais-je. À l'époque, il n'y avait pas Radio Contact à Toulouse, je vous rassure. Et donc, elle avait retenu ça et du coup, elle mettait les 4 saisons de Vivaldi dans le labo pour les huiles essentielles. Elle avait un CD. Et quand les 4 saisons étaient terminées, il repassait, et puis il repassait, et puis il repassait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Enfin voilà, c'est typiquement au Simum Basilicoum, c'est aucune limite, aucune structure et des excès dans tout, dans l'alimentation, etc. Voilà dans l'alimentation également, voilà, les graines germées ou les algues, c'est bon pour la santé. Elle entend une conférence là-dessus et puis elle mange des algues, mais tout le temps, dans les desserts, dans les plats, dans les soupes, partout, des algues partout. C'est vraiment la caractéristique. Et puis un personnage dans l'histoire du cinéma français, vous avez les séries des gendarmes avec Louis de Funès, etc. Mais typiquement, la bonne sœur qui va prendre Louis de Funès dans un sidecar, en moto, dans la 2 chevaux, etc. C'est typiquement Simone Basilicum. Tout d'abord, ce personnage est représenté avec une myopie et des grosses lunettes qui fait que c'est très symbolique de la façon un petit peu déformée avec laquelle Simone Basilicum voit le monde. Je vous parlais tout à l'heure d'une bulle rose. C'est ça, c'est de voir le monde d'une façon totalement améliorée, édulcorée, déformée. Et puis, totalement inconsciente du danger, elle ne voit pas le mal. Et donc, elle passe entre des arbres, elle quitte la route, etc. Elle risque 20 fois la mort et l'accident, mais toujours avec le sourire, Dieu est notre sauveur, etc. C'est ce côté, voilà, de ne pas imaginer le danger. Et parce qu'elle n'imagine pas le danger, elle passe entre les arbres, elle passe entre les véhicules, sans accident, sans entrave, etc. C'est un petit peu ce côté Simum Basilicum, une forme d'insouciance, etc. C'est un personnage qui est dans son monde et qui n'est pas influencé par les horaires. Elle est toujours en retard. À un certain moment, voilà, elle a changé, elle a fait à peu près tous les postes dans l'entreprise. Et elle a été secrétaire, mais voilà, en tant que secrétaire, elle oubliait les rendez-vous, elle notait pas dans l'agenda, il y a cette incapacité à tenir compte du temps. Elle avait décidé de faire un gâteau pour l'anniversaire d'un collègue. Et puis elle travaille jusqu'à 7 heures, jusqu'à 18h, 19h, elle rentre chez elle, elle commence
aller arroser cette plante dans le jardin, et puis à faire les courses pour faire à manger, puis elle fait à manger, puis elle se pose un petit peu, elle regarde un truc à la TV, et puis il est 23h30, oh mon gâteau, et elle se met à cuisiner un gâteau à 23h30, et puis elle va aller coucher à 2h du matin, et puis le lendemain matin, elle ne sait pas se lever. Enfin voilà, ça c'est vraiment le comportement classique de ce type de personnage. À côté de ça, elle est tellement heureuse de rendre service que s'il faut se lever très tôt pour conduire quelqu'un à l'aéroport, quand l'avion décolle à 6 heures, il faut être là à 4 heures, et pour être là à 4 heures, il faut se lever à 2h30, 3 heures du matin. Ben, on peut demander au Simone Basilico, mais tellement ravie de faire plaisir, de rendre service, c'est vraiment le cœur sur la main. Ça, c'est le fonctionnement de ce personnage. Mentalement et intellectuellement, elle a toujours un petit décalage. Comme elle est dans son monde, elle a pris l'habitude de s'habiller, donc elle a ses affaires qui sont prêtes, et puis elle porte à peu près toujours les mêmes tenues. Et Et puis évidemment, les saisons, ça passe, donc à un certain moment, il commence à faire de plus en plus froid, mais elle est toujours avec les pieds nus dans les sandales à Toulouse. Et puis à un certain moment, ses pieds qui sont bleus, il fait froid, tout le monde a mis le pull, mais elle est toujours avec ses pieds nus dans ses chaussures, etc. Et puis quand le printemps et l'été reviennent, c'est la même chose, elle a ses gros pulls d'hiver, et puis on la voit transpirer au bureau, mais voilà, parce qu'il y a toujours un petit décalage par rapport. C'est un personnage attachant. Au moins, oui, très très attachant, mais agaçant aussi par ses excès, notamment avec la musique, avec les aliments et avec voilà, ce côté un petit peu. On ne peut pas vraiment compter sur elle, surtout dans l'organisation matérielle des choses, et donc ça peut être un peu agaçant. Philippe nous disait, en parlant d'Ossimum Basilicum, elle est tellement pure, tellement honnête que voilà, elle rendrait un politicien honnête et un banquier altruiste. Voilà. Ça, c'est un petit peu le côté voilà, de cette huile essentielle, le côté antidépresseur et son effet en tant que développement personnel, en tout cas, de cette huile essentielle. Voilà, donc, vous voyez, dans un monde où le matérialisme détruit tout, où l'argent détruit tout, et voilà, où c'est chacun pour soi, etc., un petit peu d'Ossimum Basilicum est une huile essentielle absolument magnifique. Et voilà. Au cours oui, des 30 bonnes années que j'ai passées à m'occuper des huiles essentielles, j'ai vu disparaître de nombreuses huiles essentielles qui étaient particulièrement puissantes d'un point de vue thérapeutique et bienfaitrice pour l'humanité. Chaque fois qu'un produit devient très efficace et peut faire de la concurrence au lobby pharmaceutique, les plantes ont tendance à disparaître. C'est le cas d'Artemisia annua, une plante majeure de la malaria, et une plante qui a des effets extraordinaires dans le soin du Covid. C'est le cas de nombreuses autres plantes que signalaient d'autres. La levure rouge de riz pour remplacer les statines et pour lutter contre l'oxydation du cholestérol. Le millepertuis, il y a 15 ans, était plus vendu en Allemagne que les antidépresseurs. Les médecins qui s'étaient rendus compte que la plante avait des résultats extraordinaires et pas les effets secondaires des antidépresseurs, prescrivaient en première intention des gélules de millepertuis plutôt que de prescrire des antidépresseurs. Du coup, il y a quelques études complètement folkloriques qui sont parues sur le millepertuis, des élucubrations comme quoi le millepertuis, comme il améliore le fonctionnement du foie, pourrait rendre la pilule contraceptive moins efficace. On pourrait se retrouver avec une grossesse non désirée. Mais j'hallucine, quoi. Alors on mange plus d'artichaut, on boit plus un jus de citron, c'est aberrant. Voilà.
Et puis, parmi les huiles essentielles, ben, le tea tree, qui n'est plus autorisé dans les compléments alimentaires en Belgique, le basilic, un antidépresseur extraordinaire, entre autres, etc. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. Et il y a, voilà, c'est également toutes les plantes qui ont une action sur la prostate sont également interdites. Donc, dans un complément alimentaire, on peut citer un organe. Si je vends un complément alimentaire, une capsule, enfin un bonbon avec des huiles essentielles d'eucalyptus, je peux évoquer le nez, je peux évoquer la respiration, je peux évoquer le poumon. Si je vois un complément alimentaire qui favorise les intestins, je peux parler du bon fonctionnement de l'intestin, etc. Mais la prostate, c'est interdit. C'est pas un organe, c'est une maladie, la prostate. Et donc, même chose pour les poux. C'est un tel marché économique que des plantes qui éloignent les insectes, c'est possible, mais les poux, non, c'est pas possible. Les poux, c'est pas un insecte, c'est une maladie. Il n'y a qu'un médicament qui peut traiter le poux. Ah, c'est vraiment verrouillé, chasse gardée, et c'est honteux, c'est honteux. Vous devriez voir les dossiers de compléments alimentaires qui refusent pour des motifs aberrants. Le sapin, le sapin est une plante alimentaire de tout temps, puisqu'on fabrique de la liqueur de sapin, mais l'huile essentielle, non. L'huile essentielle, ce n'est pas un aliment, donc on ne peut pas l'utiliser dans les compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que peut-être que l'huile essentielle de sapin serait éventuellement toxique et que l'aiguille de sapin contiendrait un antidote qui ferait que quand on prend l'aiguille totale, l'huile essentielle ne serait plus toxique grâce à l'antidote de l'aiguille. Et donc, quand je prends l'huile essentielle sans prendre le reste de l'aiguille, peut-être qu'il pourrait y avoir une toxicité. Donc, non, ce n'est pas un aliment. Voilà. Mais, monsieur, oui? C'est mondial ou bien c'est concentré à la Belgique? C'est pas mondial. Donc, il y a une réglementation européenne qui est adaptée de façon folklorique par chaque pays. Et donc, vous avez une même réglementation et des interprétations d'une même réglementation à géométrie variable. À Malte, ça ne pose pas de problème d'utiliser du sapin, mais en Belgique, ce n'est pas un aliment. Voilà. C'est comme ça. Après, il y a libre circulation des biens. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire que je dois aller enregistrer mon huile essentielle à Malte et après dire à la Belgique, ben voilà, je vois un complément alimentaire maltais et vous ne pouvez pas l'interdire. Voilà. Ah, c'est affligeant, vraiment affligeant. Oui. Non, il faut le voir pour le croire. Donc, nous en avons terminé pour la matière. Si vous avez une ou l'autre question, un point qui vous semble nébuleux, que vous souhaitez que je précise avant l'examen, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Sinon, je vous propose de faire un petit entraînement olfactif et de ressentir les principales familles biochimiques que nous avons étudiées au cours de l'année. Pas toutes, sinon on va griller complètement le nez. Mais voilà, je pense que c'est dans le but aussi de se rassurer un petit peu, hein, de voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc il n'y a pas de questions particulières, il n'y a pas des points qui vous semblent un peu nébuleux. Si. Nébuleux, c'est pas gentil. Ça veut dire que c'était pas clair. Après que. Les connexions neuronales ne sont pas toujours comme on voudrait. Oui.
Comme nous allons sentir 4 huiles essentielles, ne passez pas trop longtemps sur la première, sinon vous allez épuiser le nez et vous ne pourrez plus sentir ce qui viendra par la suite. Éventuellement, vous notez le 1, 2, 3, 4 dessus, ça vous évitera de les mélanger. L'examen, c'est collégien, monsieur. Oui. Ah, il faut, on en prend certaines. Oui, c'est jaune. C'est jaune.
Quelqu'un pense avoir trouvé les 4? Oui. Précis. Il y en a qu'un de chaque. Oui, il y en a une de chaque. De chaque famille. Il y en a une de chaque, oui. Donc, il y a une huile essentielle à ester. Alors, dans l'huile essentielle à ester, oui, ça pourrait être Ah, ça pourrait être hélicris ou camomille. oh oui. C'est pas les. C'est pas les. Ah oui, c'est. Dans les monoterpénols, on pourrait avoir par exemple le pélargonium ou le mélaleucal tonifolia. Dans les phénols, on pourrait avoir... on va faire compliqué. Hein. Vous donnerez à l'examen des possibilités. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez vu, vous avez eu un exemplaire de... Vous êtes vraiment gentil. Alors... Non, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Du coup, il est ça. C'est pas la bonne. Non, c'est son ah, ouh. Merci. Donc, quelle est l'huile essentielle à ester que vous avez reçue? Quel numéro? La 4. Et c'est laquelle des deux? L'huile essentielle à monoterpénol, c'était laquelle? Quel numéro? Vous êtes d'accord? Tout le monde a trouvé le titri? Oh, vous êtes déjà 50%. L'huile essentielle à phénol, c'était laquelle? La 2. Pourtant, sur la langue, elle n'était pas piquante. Je l'ai mis sur la piquante. Moi, je n'ai pas trouvé. Non? C'est pas, je n'ai pas compris. Sur la langue, je n'ai pas trouvé piquant. Ensuite, recommence. J'aime bien ce qui est épicé. Comme ça. Oui, Pas moi qui sont- Et donc, voilà, si vous avez ça, vous savez déjà que la dernière c'était un monoterpène, vous avez reconnu un conifère, maintenant lequel des deux?
Cupressus a une petite odeur de térébenthine et le sapin de Sibérie une petite odeur de bonbon des Vosges. Non, là, Alors, c'est très bien parlé. C'est pas vu le sapin de Sibérie? Non. C'est une, voilà. C'est une essence agréable d'odeur qui nous sert à faire des bains et des complexes à diffuser principalement. C'est l'huile essentielle qui est utilisée pour faire le bonbon des Vosges. Donc on a une odeur très douce de sucre des Vosges, de bonbons, etc. C'est assez agréable. C'est une huile essentielle qui contient des monoterpènes, bien sûr, mais qui contient aussi un ester, comme dans le romarin, c'est l'acétate de Bourdieu. Donc voilà pour ces 4 familles biochimiques. Est-ce qu'il y en a Les aldéhydes sont très faciles. Qu'est-ce que vous avez comme odeur dans les aldéhydes? C'est odeur de citron, de citronnelle. Hein. Donc ça ne sert à rien de fatiguer le nez à respirer de l'eucalyptus citronné. Tout le monde connaît l'odeur très citronnelle de cet eucalyptus. Ben, c'est justement la question. C'est une qui n'est pas au tableau. Ça restreint les possibilités. C'est assez facile hein, à retenir. On en a parlé il y a peu. C'est quelle famille biochimique? Non. Les oxydes. Voilà, les oxydes. Pourquoi les oxydes? Comment on reconnaît? C'est, oui, en effet, une molécule qu'on appelle aussi l'eucalyptol. Ça pétille, ça pique au nez. C'est une odeur qui monte un petit peu dans les narines. Alors, on a étudié quelques huiles essentielles à hétéroxyde. Hein, vous pouvez me les citer? Les eucalyptus, déjà, les 2 eucalyptus, le niaouli, le rabinsara, le laurier, le romarin acénéole, lavande aspic, oui, on était déjà dans les huiles essentielles à camphre, camphre, un peu de cinéole. Donc, celle-ci, c'est laquelle? Procédé par élimination. Est-ce que ça peut être un eucalyptus? Est-ce que ça peut être un niaouli? Est-ce que ça peut être une lavande? Non. Un romarin? On peut hésiter, c'est pas un eucalyptus non plus, ça semble assez évident. On pourrait hésiter entre un ravinsara, un laurier noble. Le laurier est plus froid et le ravinsara est un peu plus chaud avec ses notes de génol. Ici, il s'agit de l'Aurus nobilis, le laurier. Non, pas vraiment, c'est vrai. Mais... quand on sent les deux l'un à côté de l'autre,
Il y a un côté quand même plus métallique et plus mental dans le laurier que dans le Ravinsara. C'est une odeur plus froide, c'est ça? Oui, oui. On propose une dernière. La dernière n'est pas facile, c'est une plante un peu moins connue. C'est pas le laurier, on l'utilise en cuisine fréquemment, donc on peut trouver encore ces odeurs connues. Cette huile essentielle ici est un peu plus rare. On l'utilise beaucoup moins en tout cas. Est-ce que vous pouvez retrouver la famille biochimique? Oui, il y a des monoterpénols. Est-ce que c'est la famille dominante? Peut-être pas. C'est une huile essentielle à ester, en effet. Voilà, donc avec le tableau devant vous, à partir du moment où vous avez la famille biochimique, vous pouvez aisément retrouver bien sûr l'huile essentielle par élimination. Hein. Voilà. Le plus facile, c'est sur le tableau que vous remplissez. Hein. Donc, un tableau récapitulatif avec toutes les huiles essentielles. Ah, elles sont par ordre alphabétique. Elles ne sont pas par famille biochimique. Non, on les a mis par ordre, je ne sais plus. Par ordre alphabétique? On ne les a pas mises par ordre d'études. Parce que par l'ordre dans lequel on les a étudiées, vous avez tous les esters ensemble, tous les phénols ensemble, tous les monoterpénols ensemble. Et donc là, vous voyez quelles sont les huiles essentielles esters que nous avons étudiées. Et c'est beaucoup plus facile de la retrouver. Est-ce que c'est une lavande? Est-ce que c'est une camomille? Une hélicryse? Un ylang-ylang, un géranium, une sauge? C'est pas une hélicryse, non. L'hélicryse, elle a une odeur de miel, de curry, de pomme, qui rappelle un peu plus la camomille romaine. Ici, c'est pas le géranium. Non, non, le géranium est beaucoup plus floral. C'est la sauge sclarée. Dans la sauge sclarée, vous avez des molécules de la lavande. Pour pouvoir retrouver l'odeur de sauge sclarée plutôt que le géranium, si vous hésitez, imaginons qu'à l'examen, vous ayez les deux propositions, sauge ou géranium. Vous vous dites, dans la sauge, j'ai 50% de molécules identiques que dans la lavande. Donc, je vais sentir mon flacon. Est-ce qu'il y a une petite odeur de lavande ou est-ce que pas du tout? Et si vous retrouvez des notes communes à la lavande, vous dites, ah oui, c'est plutôt alors une sauge qu'un géranium. Le géranium, c'est un géranium rosa. Il a plus des odeurs de rose. Donc, si vous hésitez, vous prenez votre touche à sentir et vous dites, est-ce que ça m'évoque plus une rose ou une lavande? Bon. Peut-être que ça m'évoque peut-être quand même un peu plus la lavande que la rose.
donc c'est une sauge et pas un géranium. Vous voyez à quoi servent les mots-clés que vous avez entrés dans votre tableau par rapport aux odeurs. Ça va vous aider quand vous hésitez. Vous n'aurez plus la mémoire de l'odeur, mais vos notes, vous les avez encore. Vous savez que le géranium a une petite odeur de rose et que la sauge a une petite odeur de lavande. Et dans l'examen, vous savez que c'est l'une des deux. Donc vous sentez et vous essayez de retrouver comme ça. Voilà, je pense qu'avec ces petits outils, voilà, vous ne devriez pas avoir de difficultés par rapport à ça. Ah, je ne sais pas. Monsieur, c'est un livre ouvert, un livre ouvert. Cette partie-là, oui. Ah. Tu peux faire le bien sûr. Livre à toi. Pardon. Je vais partager avec voir s'il n'y a pas de questions particulières. OK. Donc voilà, je vous avais, je vais partager aussi ici, bien sûr. Ensuite, vous avez un petit exercice d'utilisation des huiles essentielles. Le but de cet exercice, c'est de vérifier si vous pouvez faire le lien entre l'approche théorique et en même temps l'utilisation des huiles essentielles sans danger. Donc, vous avez une utilisation pour laquelle vous allez choisir plusieurs huiles essentielles à associer, à mélanger, mais surtout respecter les 7 points de la méthodologie. Donc, pour le sommeil difficile, la personne a du mal à s'endormir, se réveille souvent au milieu de la nuit. On va chercher à utiliser des huiles essentielles dans le diffuseur. Un diffuseur à eau. Alors, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de composer le mélange. Si on va diffuser dans la pièce de la chambre, il faut que ça sente bon. Il ne faut pas qu'on soit incommodé par les odeurs. Donc, on va tout d'abord choisir un ingrédient principal, une huile essentielle qui a une odeur particulièrement plaisante et qui va aider à dormir. La mandarine, me semble, les agrumes sont des odeurs qui conviennent très bien en diffusion atmosphérique. Donc, moi, en effet, je trouve que probablement que c'est l'essence primordiale du complexe à diffuser, l'essence de mandarine. Est-ce que ça suffit? Non. Tout d'abord parce que dans la question, on me demande de faire un mélange, mais la mandarine toute seule, si elle peut être utile chez un bébé, elle va être un peu limitée et insuffisante chez l'adulte. Donc, on part d'une base de mandarine et on va associer ça avec d'autres huiles essentielles. La camomille est très efficace, mais beaucoup trop chère pour mettre dans le diffuseur. Dans le diffuseur, je vais devoir mettre combien de gouttes? 10. Oui, mais à peu près 5 à 7 gouttes chaque soir. 5 à 7 gouttes d'huile essentielle tous les soirs, ben la camomille, on ne va pas mettre 20% dans le diffuseur. Donc, on va plutôt choisir, s'orienter vers des lavandes, des lavandins, peut-être un ylang-ylang. Pourquoi pas le géranium? Et vous avez parmi les huiles essentielles à monoterpénol, une huile essentielle d'insomnie également. Est-ce que vous pouvez la retrouver de mémoire? Parmi nos huiles essentielles à monoterpénol, est-ce qu'il n'y en a pas une qui peut aider à dormir? Une huile essentielle que l'on appelle parasympathico-tonique. Donc, elle tonifie le système nerveux parasympathique. Et le système nerveux parasympathique, ben, c'est celui qui permet de récupérer la nuit. Ça vous dit rien?
marjolaine à coquille. C'est l'huile essentielle parasympathico-tonique par excellence. Donc on pourrait, je vous avoue que nous on ne l'utilise pas dans nos synergies à diffuser pour le sommeil, mais on aurait pu en tout cas. Une fois que j'ai choisi mes huiles essentielles, il me reste à les nommer sans que je puisse me tromper. Donc vous m'avez dit mandarine. Alors là, je mets laquelle? Il y a mandarine feuille, mandarine zeste. Donc, c'est le zeste qu'on utilise en diffuseur, donc il faut marquer citrus, reticulata, zeste, expressé, ça c'est bon. Une lavande, ben, même chose, il faut noter laquelle, lavandula angustifolia ou lavandula intermedia, et si on marque intermedia, ben, on précise laquelle, plutôt un super, peut-être un abrial, mais pas le grosso, qui est un lavandin plutôt comme la lavande aspic que l'on utilise pour masser les muscles endoloris, etc. Oui, mais il n'y a pas d'autre huile essentielle. Donc, si vous voulez, ça me gêne beaucoup si vous ne le mettez pas pour la mandarine, parce que là, il y a un risque de confusion, mais il n'existe pas une huile essentielle de racine ou de feuille de lavande. Donc là, il n'y a pas de risque de confusion possible. Par contre, on précise quelle lavande. Pelargonium graveolens, voilà. Oui, moi je préfère Bourbon ou bien d'Égypte ou Rosa éventuellement, parce que c'est aussi le même organe végétatif qui est distillé partout dans le monde, c'est la plante entière en fleurs qui est distillée. Ylang-ylang, n'oubliez pas, il y a plusieurs qualités. Nous, on utilise la complète, totum. Donc, on utilise toutes les fractions. Mais il y a première fraction, deuxième fraction, troisième fraction. Et nous, on utilise le mélange des trois fractions. Alors, les odeurs, bien sûr, si je mets moitié ylang-ylang, moitié mandarine, on vous dira « Ah, il y avait de la mandarine, je n'ai pas senti. » Donc, il faut équilibrer plus ou moins les odeurs. Mettez un peu plus d'agrumes, c'est frais, c'est tonique, c'est agréable. Enfin, tonique, c'est rafraîchissant au niveau du parfum. Et puis, j'ai envie de dire 50% d'agrumes au minimum. Et puis après, on viendra, pour les 50% qui restent, associer le géranium. Voilà. Pourquoi pas une lavande, éventuellement un petit grain bicáradier en petite quantité. Si j'en mets trop, ce sera amer et dérangeant, mais un petit peu, c'est très agréable. Voilà. Une fois que j'ai fait mon mélange, j'ai répondu à la première question. La deuxième question, c'est la concentration. Donc, quel pourcentage de chaque huile essentielle je mets? Je mets un peu plus de mandarine et un peu moins des autres. Et puis, je vais utiliser mon mélange pur à 100%. La posologie, ben, c'est une seule fois par jour. Est-ce que par voie respiratoire, je suis limité dans le temps? Est-ce que je dois absolument arrêter par peur de risque toxique au bout de 3 semaines? Non. Un enfant qui dort mal, on peut diffuser tous les soirs au coucher pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Il n'y a pas de risque de toxicité. Combien de gouttes? Ben, une chambre d'enfant, je pense que 4-5 gouttes du mélange, c'est très bien. Pour un adulte, 5-6 gouttes, c'est pas mal du tout. L'excipient utilisé, ben, il est dans la question. C'est un diffuseur fonctionnant à eau. Donc, mon excipient, c'est l'eau. Je mets l'huile essentielle dans l'eau. La quantité d'eau va être importante parce que, si vous voulez, comme c'est le soir au coucher, si je remplis mon diffuseur d'eau, le lendemain matin, quand je me réveille, ça diffuse toujours. C'est pas utile. Donc, il faut que je mette juste un fond d'eau pour que, au bout d'une heure, le diffuseur s'arrête tout seul, par exemple. Voilà, vous pouvez régler sur 1 heure de diffusion. Donc, tout ça, vous le précisez dans votre mode d'emploi. Ça concerne la question 7
la méthode. Donc la méthode, je règle mon diffuseur sur 1 heure, je le branche une demi-heure avant d'aller dormir, et puis il va s'éteindre tout seul après une demi-heure au coucher. Si c'est un enfant qui a peur, qui aime bien une veilleuse, etc., on peut laisser la lumière allumée, etc. Et puis voilà. Après, c'est des conventions, un petit rituel. Voilà. Si l'enfant a un problème, il peut toujours venir trouver papa ou maman, mais quand le diffuseur s'éteint, il n'a plus le droit de se lever, il doit dormir. Voilà. Donc, voilà, c'est un mode voilà, d'échange et des règles à déterminer avec les enfants. Expliquer le choix de chaque huile essentielle, la plupart c'est pour le sommeil, mais on va distinguer. Il y en a une qui est plutôt pour l'endormissement, une autre qui va éviter les réveils nocturnes, une autre que l'on a choisie pour le parfum, etc. Apaisante du système nerveux. Essayez d'être précis et pas marquer insomnie ou sédatif à côté de chaque huile essentielle. Et pourquoi, si je mets que j'ai choisi la mandarine parce qu'elle est sédative, je vous dirais, mais pourquoi pas la camomille, elle est sédative aussi. Donc, vous ne m'avez pas dit pourquoi vous avez choisi la mandarine. Donc, j'utilise la mandarine parce qu'elle est sédative, qu'elle est peu chère et que son odeur passe très bien en diffusion atmosphérique. Voilà, par exemple, donc j'essaye de préciser un petit peu et pas simplement de me contenter sédatif, insomnie ou bien calmante, anti-stress, etc. Et puis, si nécessaire, méthode d'application, ça on l'a vu ensemble. Je vous conseille dans votre méthodologie de noter les chiffres de 1 à 7 et de les indications à côté des différents chiffres. Ça vous permet de vérifier que vous avez répondu à toutes les questions et que vous ne perdez pas des points. Parce que moi, je vais évaluer les 7 points, donc je vais prendre le point 4. Est-ce qu'on a évalué les excipients? Donc, est-ce que quelque part, c'est marqué qu'il faut mettre dans l'eau? Est-ce que c'est clair que c'est l'excipient que je dois utiliser? Donc, si j'ai marqué 4, je mets dans X millilitres d'eau, je sais que vous avez répondu à la question facile. Qu'il ne manque rien. Voilà. Ce sont dans l'évaluation, moi j'ai des différents points d'observation à évaluer et je sais que par rapport à cet exercice pratique, ce sont les 7 points que je vais principalement évaluer. Après, j'ai d'autres critères. Ils sont toujours indiqués en début. Ici, ce n'était pas le cas dans l'exemple que je vous ai montré, mais je rappelle les critères d'évaluation qui me sont imposés avant chaque groupe de questions. Donc, vous savez ce dont je dois tenir compte pour évaluer votre réponse, etc. Donc, il faut que ce soit clair et que je ne risque pas, avec le conseil que vous avez écrit, faire de choses qui pourraient être dangereuses, qui pourraient être toxiques, etc. Si vous avez oublié le nombre de gouttes que je dois mettre dans le diffuseur, je pourrais mettre beaucoup trop, par exemple. Si vous avez oublié de déterminer le temps de diffusion, je pourrais diffuser beaucoup trop longtemps, etc. Donc, ce sont les différents points, entre autres, qui vont être importants. Si vous n'avez pas noté quelle camomille, je pourrais mettre une camomille matricaire toute bleue, à salir mon diffuseur et ne pas avoir de résultats, etc. Si vous n'avez pas marqué qu'il fallait utiliser le zeste, je pourrais mettre une feuille de mandarine, etc., avec un risque voilà, qui peut être différent, etc. Les précautions d'emploi du mélange. Il y a toujours un risque d'allergie, etc. Donc, le diffuseur, on évite de le mettre à un endroit où l'enfant peut le renverser. S'il est au-dessus de son lit sur la table de nuit, il va prendre le fil du diffuseur avec son pied en jouant, en faisant le saut avec son doudou ou que sais-je,
il va renverser le diffuseur dans le lit, sur lui, etc. Donc voilà, il y a des précautions, voilà, surtout dans les chambres d'enfants. Sinon, par rapport à la diffusion atmosphérique, il n'y a pas de risque particulier. Vous aurez bien sûr écarté les huiles essentielles qui sont contre-indiqués en diffuseur, qui sont neurotoxiques, etc. Voilà. Donc à vous. C'est un examen qui est facile parce qu'il est très proche de ce que vous avez reçu. Vous êtes bien préparé. Je vous ai donné les clés. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de questions pièges. Les questions sont... elles ne demandent pas d'extrapoler des choses qui ne sont pas dites. Donc si vous avez un doute, relisez la question et n'imaginez pas qu'il faut tenir compte d'autres choses qui ne sont pas marquées dans la question. Voilà. Donc, il n'y a pas de question piège qui nécessite d'imaginer des choses, d'extrapoler, etc. etc. Voilà. La plupart, 98% des étudiants qui présentent réussissent l'examen. Et quand il y a un problème, généralement, c'est parce qu'avec le stress, on ne répond pas à une question qui est obligatoire. Vous savez que vous devez répondre à la déontologie. Vous avez des étudiants qui, parfois, à cause du stress, etc., je ne me souviens plus, et ils ne répondent absolument rien à la question de déontologie. Ça, c'est un problème parce que il faut avoir la moitié en déontologie. Voilà. Donc, évitez de laisser des questions sans réponse, sauf évidemment les questions à choix multiples où vous perdez des points quand vous répondez à côté. Mais pour toutes les questions ouvertes, évitez de laisser des questions sans réponse. Mais dans le même état d'esprit que quand on était à l'université. Non, il faut vraiment pas le... Voilà, je vous dis, l'examen est particulièrement... facile, du moins dans sa cotation. Hein. Voilà. Ces exercices pratiques à livre ouvert, ça représente... il y a 10 points pour la reconnaissance olfactive, et puis il y a 30 points pour ces questions ouvertes. Donc, c'est assez facile de recopier les formules qui sont dans le cours, de répondre aux questions, etc. Donc, même quand quelqu'un est en échec sur les vrais ou faux et les questions à choix multiples, généralement, les questions ouvertes ici permettent de rattraper les points qu'il faut. Et je vous dis, voilà, c'est vraiment très rare. Et il faut un accident. J'ai plusieurs années, il y a pas du tout. On commence avec des classes de 30, hein, donc habituellement, hors période Covid, il y a entre 40 et 45 élèves qui passent l'examen, et la plupart des années, il y a zéro deuxième session. Tout le monde réussit. De temps en temps, il y a, je vous dis, une élève qui n'a pas répondu à l'anatomie, à la déontologie ou une reconnaissance olfactive. Quand il y a une reconnaissance olfactive qui est ratée, on le fait le cours qui reste. C'est pour ça que j'ai laissé un cours qui est la correction de l'examen. Ça permet de vous faire recommencer la reconnaissance olfactive quand on l'a ratée. Et comme ça, voilà, je vous dis, tout se passera très bien. Il n'y a aucun stress à avoir. Passez un bon congé de Pentecôte, vous avez la chance qu'il pleuve tout le week-end et donc vous n'aurez pas la tentation d'aller vous balader en forêt, vous allez pouvoir passer les 3 jours à relire votre cours. Voilà. On va passer une bonne semaine et voilà, je vous dis à dans 15 jours. Et je compte sur vous pour ne pas être stressé, hein. Je ne veux pas sentir l'odeur du stress dans la classe. Voilà. Oui. Ben, pas lundi prochain, lundi après. Lundi prochain, c'est congé. Lundi suivant, vous êtes dans le mail que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé la date de l'examen, la date du congé. Vous avez tout dans le mail.
Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est lundi, pas lundi prochain, lundi suivant. Oui, c'est ça. Voilà, j'espère que tout va bien pour ceux qui étaient à distance, pour Marisol, pour Christelle. Voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, bonne semaine, bon congé et à dans 15 jours.